Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo spoiler des cartes de la prochaine extension l'Éther d'encre qui sort la semaine prochaine. Mais avant de passer à l'analyse des cartes, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir et encore plus si vous décidez de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Mais sans plus attendre, on passe immédiatement aux nouvelles cartes. On commence avec Prince Jean pour 5 non ancrables, une 2-4 qui lore 2 et dont le texte dit à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, chaque adversaire ayant plus de lore que vous en perdra 2. Qu'est-ce que je pense de cette carte? Je pense que c'est pas trop mauvais. À voir si y aura la place de rentrer des non-ancrables dans du vert. Ça peut permettre de ralentir un deck un peu trop agressif. Après, si l'adversaire est devant vous, c'est globalement... si vous êtes devant l'adversaire en termes de lore, c'est globalement très mauvais. Enfin, très mauvais. C'est globalement moyen, donc... ouais, non, même très mauvais. Donc, plutôt dans un deck qui aura vocation à laisser prendre de l'avance à l'adversaire, pour ensuite essayer de revenir en fin de partie, plutôt un deck du coup contrôle, voire tempo contrôle, pas du tout dans un deck aggro. Carte un peu situationnelle, ça dépendra du type de deck que vous jouez. Voilà, on va passer à la carte d'à côté, Dame Marianne, charmante rêveuse, pour 5 ancrables, une 4-4 qui lore 2 et dont le texte dit: lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste du tour. Et bien ça c'est tout simplement mauvais. On avait déjà le Scar bleu en 7-1 qui n'avait pas trouvé sa place. On peut passer très vite à la carte d'après. La carte d'après, encore une carte en allemand, c'est la Fée Clochette, Fée Généreuse, une 1-4 pour 4 non ancrables malheureusement, qui lore 1, et dont le texte dit: lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles et l'ajouter à votre main, vous remettez ensuite le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Et bien tout simplement, c'est une Ariel version personnage en beaucoup moins forte, puisque Ariel a Méloman 5, ce qui lui permettait de globalement chanter toutes les chansons qu'elle pouvait nous faire piocher. Là on va piocher un personnage, c'est non ancrable en plus, je pense que c'est pas très fort à voir, mais pas très convaincu par cette carte pour le moment. On passe au Hadès gris. Dirigeant irascible pour 6 ancrables, une 5-5 qui lore 2 et dont le texte dit: vous engagez Hadès et vous pouvez redresser tous vos personnages titans. Alors on en avait déjà vu 2 dans la précédente vidéo, vous allez voir qu'il y en a 2 autres évidemment. Il y a déjà une sorte de combo si on arrive à avoir tous les titans et Hadès en jeu. Ça me paraît compliqué et un petit peu plus une combo fun, mais vous verrez par vous-même. Carte hyper... comment dire, elle est hyper précise dans son texte, elle lira parfaitement dans un deck qui jouera des titans. Dans un deck qui ne jouera pas de titans, ce sera tout simplement pas joué. Est-ce que les titans sont assez forts pour être joués, sachant qu'ils sont de mémoire gris et violet? On va voir qu'il y a potentiellement des bons decks gris-violet. Est-ce qu'on aura envie de jouer Hadès et les 4 titans? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'elle ne trouvera pas sa place pour le moment. Ensuite, on passe à une carte qui par contre est très prometteuse, le Chernabog. Pour 10 non ancrables, une 9-9 qui lore 3, c'est déjà plus intéressant. Bon, le coup paraît rédhibitoire à ce moment-là, mais le texte de cette carte dit: ce personnage coûte 1 de moins pour chaque personnage dans votre défausse. Quand vous jouez ce personnage, vous mélangez tous les personnages de votre défausse dans votre deck. Donc en gros, plus on avance dans la partie, plus nos personnages vont mourir, plus la défausse va être remplie et plus le Chernabog coûtera pas cher. Quand on le jouera par contre, ça va nous faire remélanger toutes les cartes de personnages dans notre défausse. Ça peut être un peu moins bien, étant donné qu'après s'il se fait gérer tout de suite, on ne pourra pas rejouer un Chernabog immédiatement. Je pense quand même que c'est une carte qui est très intéressante pour deck build de tour. Je pense qu'on la verra, enfin tout du moins que les gens essayeront de jouer autour d'elle. Moi c'est une carte que je trouve
plutôt très intéressante. J'aime bien le design, j'aime bien d'enfin pouvoir interagir avec notre défausse. C'est plutôt cool. On passe à la carte d'à côté, les adeptes de Tchernabog. Du coup, c'est des deux cartes qui sont liées. En violet, une 2-1 pour 1 ancrable, killer 1, dont le texte dit: à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. Eh bien, je trouve ça plutôt fort. Une unco, certes, 2-1, un body pas énorme pour une carte qui vaut 1, on est habitué à avoir des 2-2. Par contre, elle va vous faire gagner 1 de l'or et vous allez avoir le choix lorsqu'elle part à l'aventure de la bannir pour piocher une carte. Donc globalement, ça peut être utile en début de partie, vous allez la jouer puis la recycler pour gagner, pour piocher une carte. Je pense qu'elle peut trouver sa place dans certains decks, notamment dans un deck, pourquoi pas, violet-jaune avec le Tchernabog. Ça permet de remplir la défausse assez rapidement tout en avançant en lore. Une carte plutôt agréable et intéressante. On passe au Coco Mora pour 3 non ancrables, une 3-2 qui lore 1 dont le texte dit: lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd 1 de l'or. On a déjà vu cette mécanique en rouge. Est-ce que le rouge va réussir à globalement contrôler l'adversaire en lui faisant perdre du lore régulièrement? S'il y a un deck dans cet esprit-là qui est viable, alors oui, cette carte sera potentiellement jouée, même si elle est non ancrable, ce qui peut poser problème en fonction de ce qui sera vraiment nécessaire dans ce genre de deck. J'aime bien le design, j'aime bien le fait de contrôler autrement que en détruisant des créatures. Ça ressemble un peu à du tempo mais version rouge. J'aime bien la carte, elle est plutôt marrante. Après, je pense honnêtement qu'elle ne sera pas jouée, mais toujours pareil, s'il y a des decks dont le but est de réduire le lore adverse, peut-être qu'elle pourra trouver sa place, mais je ne miserai pas beaucoup de choses dessus. Tout comme le chef Tui juste à côté, une 3-4 qui lore 2 pour 4. Ok, ça lore beaucoup, mais ça n'a pas de texte. Je pense qu'on ne la jouera pas non plus, sauf peut-être en scellé, où elle peut être intéressante, sinon non, pour moi ce sera pas assez fort et ce sera pas joué. On passe ensuite au Peter Pan pour 6 ancrables, une 4-5 qui lore 2, qui s'altère, c'est, si je ne me trompe pas, le premier Peter Pan qui s'altère. Il est insaisissable et son texte dit lorsque vous défiez des pirates, ce personnage ne prend pas de dégâts du défi. Alors encore une fois, c'est une carte qui a l'air assez situationnelle. Par contre, c'est très très bien fait. Les deux illustrations sont liées, c'est le point de vue de chacun, le point de vue du Capitaine Crochet pour le Peter Pan et le point de vue du Peter Pan pour le Capitaine Crochet. J'aime beaucoup les illustrations. Après, est-ce que le deck pirate sera assez fort pour rendre le Peter Pan jouable? Je sais pas, on a un lieu qui a l'air intéressant pour les pirates. Après, je pense que c'est, en tout cas dans la méta qu'on connaît actuellement de l'Orcana, ça n'a absolument pas sa place. Si on arrive à monter un deck pirate un jour, alors le Peter Pan sera utile, étant donné qu'il ne prend pas de dégâts. Sinon, je pense que cette carte est à oublier. On passe du coup au Capitaine Crochet, juste à côté, qui lui est un pirate, un capitaine, un méchant, qui coûte 5, ancrable, 5-4, qui lore 1. Et dont le texte dit: pendant votre tour, à chaque fois que ce personnage en bannit un autre lors d'un défi, vous pouvez le redresser. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste du tour, pour le reste de votre tour. Les personnages qui s'appellent donc Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Donc il vient embêter le Peter Pan qu'on a juste à droite. Pareil, je pense que ça c'est un personnage qui est jouable uniquement dans un deck pirate. Quoique après on a le lieu rouge qui permet de déplacer les pirates gratuitement et de leur donner charge. Du coup sa capacité pourrait être intéressante pourquoi pas faire un peu de contrôle de board. On la verra peut-être dans un deck rouge pour le coup, pas forcément un deck pirate. Quoique je sais pas trop honnêtement. Pour moi, ça a pas l'air très très fort, ça a l'air très situationnel. Après, ça peut être intéressant si on arrive à monter un deck pirate. Mais là, comme ça, oui, non, je pense que
Je pense que c'est pas incroyable. Par contre, la carte qui vient juste après, il en faut peu pour être heureux j'imagine, en français. Pour 2 ancrables, une chanson dont le texte dit « Choisissez un adversaire, il vous révèle sa main et vous pouvez lui défausser une carte non personnage de votre choix ». Ça rappelle un peu la Ursula en verte, qui permettra notamment d'aller enlever les Soyez prête, les Tuons la bête, enfin toutes les cartes un peu embêtantes qu'on a jusqu'à maintenant et qui empêchent beaucoup d'autres decks d'exister. Donc là on peut imaginer un jaune-vert avec des Ursula et des Il en faut peu pour être heureux, pour pourquoi pas empêcher l'adversaire de nous gérer pas mal de choses via des chansons ou des actions. Je pense que c'est une carte qu'on peut voir dans des decks aggro, ou même dans des decks un peu mid-range qui veulent pas se prendre des gros contrôles, les gros contrôles qu'on connaît habituellement. Donc je pense que c'est une bonne carte et je pense qu'on la verra jouer. On passe ensuite à Grand-Mère Tala, gardienne des histoires ancestrales. Pour 4 ancrables, une 3-3 qui leur 1. Lorsque vous jouez ces personnages, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez en ajouter une à votre main, remettez le reste sous votre pioche. Le body est pas terrible par rapport au coup, le nombre de l'or non plus, son effet par contre est plutôt sympa puisque ça vous permet, comme développe ton cerveau, de trier un peu le dessus de votre deck et de piocher. Est-ce qu'il y aura la place en bleu pour jouer ce genre de carte? Je pense pas. Je pense qu'on aura mieux à faire, donc je pense que malheureusement on ne la verra pas. Par contre, en scellé, ça peut être une carte très intéressante. On passe au Maui Fish Hook, un objet en rouge pour 3 ancrables. Si vous avez un personnage en jeu qui s'appelle Maui, vous pouvez utiliser sa capacité Space Shift gratuitement. Et la capacité Space Shift, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faudra payer 2, sauf si vous avez un Maui, donc engager cet objet et choisir parmi les 2 options qui suivent. Le personnage de votre choix gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Donc une forme un peu de protection pour vos personnages, ou alors le personnage de votre choix gagnera plus 3 d'attaque. C'est un objet qui est plutôt pas mal puisqu'il est un peu versatile. Si vous jouez avec un Maui, ça devient très très fort. À voir donc pour essayer de protéger certains de vos personnages. Je pense que ça peut être pas mal. Là tout de suite, je le vois bien dans un deck avec une manière de gagner un peu alternative, donc pas du rouge contrôle comme on a l'habitude de voir, mais peut-être plutôt un rouge gris qui va jouer des Sherkan, ce genre de choses, et qui va du coup vouloir partir en défi avec ses personnages, gagner du lore, pourquoi pas protéger son Sherkan, avec des Maui, oui, je pense que ça peut trouver sa place. Après, est-ce que c'est excellent? Non. Ça peut ouvrir, ça peut permettre à des decks un peu alternatifs d'avoir un plan de jeu qui peut être viable, donc pourquoi pas. La carte d'à côté, Nani, Sœur Protectrice, pour 5 ancrables, une 3-6 qui leur 2 qui est juste rempart. Je pense que pareil, en scellé ce sera fort, en non scellé ce sera beaucoup moins fort. Je pense que ce ne sera pas joué, même si, vous allez le voir, un deck Bodyguard en gris-jaune pourrait voir le jour. Pas sûr qu'il y ait de la place pour cette brave Nani. Ensuite on passe à AA en rouge 2 en crabe 3-2 qui leur 1. Une fois par tour, quand ce personnage bouge jusqu'à un lieu, chaque adversaire perd un de l'or. Donc là on rejoint un petit peu la carte en rouge Kokomora qui essaye de faire perdre du lore. Est-ce que cette stratégie pourra être viable? Je sais pas. La carte en tout cas elle mérite d'être marrante. Dommage et heureusement d'ailleurs qu'il y ait bien précisé qu'une seule fois par tour. Parce que si on arrive à la coupler avec quelque chose qui diminue le coût de nos déplacements de 1, notamment une carte en verte qui permet pendant le tour de rendre les déplacements gratuits, il me semble, pour le peu qu'on ait 2 lieux, on pourrait réduire l'adversaire à 0 facilement. Ce serait un peu trop fort pour une unco. Le faire qu'une fois par tour, ça la rend intéressante mais pas forcément incroyable. Après, on peut la déplacer, partir en lore. Ça permet globalement de gagner 1 de l'or et d'en faire perdre 1. Donc c'est comme si elle avait 2 de l'or à condition qu'on la déplace. Pas convaincu, mais pourquoi pas, à voir, à tester en tout cas. Moana en rouge, une 4 en crabe 3-4 qui leur 1 insaisissable. Ça a des bonnes stats, ça leur pas beaucoup. Je crois qu'on a déjà vu en plus ce genre de carte.
Oui, peut-être dans un deck insaisissable, un peu budget, pourquoi pas, sinon je pense qu'on ne la verra pas. Tout comme le petit Simba, quoique le petit Simba, si on peut le voir, c'est comme le Pinocchio violet du set 2, une 1-1 pour 2 non-ancrables Killer 3, ça peut être très très agressif, donc pourquoi pas des decks très très agressifs en rouge, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à présent puisqu'on n'avait pas de gros loreurs en rouge. Ça peut être marrant, à voir du coup si on arrive à build autour. En tout cas ça rappelle le Pinocchio, on a vu que le Pinocchio était jouable. Ça peut même rendre le rouge-violet avec Arthur très très... donc le rouge-violet Bounce, mais version aggro, ça peut le rendre encore plus agressif. Après ça rajoute des non-ancrables, donc ça peut potentiellement limiter aussi l'ajout de Simba par rapport au Pinocchio. Ça peut éventuellement ouvrir cet archétype là vers d'autres couleurs, plutôt que de le jouer avec du violet. On pourrait potentiellement imaginer du rouge avec d'autres couleurs, donc carte intéressante qui ne révolutionne absolument pas le jeu, mais qui permet d'entrevoir de nouvelles choses. L'illustration est plutôt sympa en plus. À voir donc. Ensuite, on a Webby Vanderquack. Je connais pas son nom en français. C'est une 3-4 pour 3 ancrables. Killer 1. On passe très vite parce qu'on a déjà vu ce genre de carte vanilla. Et je pense que maintenant, on arrive à un moment du jeu où une carte qui n'a pas de texte perd un peu d'intérêt. Ensuite, on enchaîne avec Lucky pour 4 non-ancrables en jaune. Une 2-3 Killer 1 qui s'insérera donc possiblement naturellement dans le deck dalmatien, puisque sa capacité vous dit que vous pouvez l'engager pour révéler les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez mettre chaque personnage caractère avec un coût de 2 ou moins dans votre main et le reste en dessous de votre deck. Quand vous jouez un deck dalmatien, vous voulez flood le board, donc cette carte est plutôt pas mal, d'autant plus qu'elle a un deuxième effet qui dit que lorsque ce personnage part à l'aventure, si vous avez 4 ou plus personnages en jeu, chaque personnage gagne plus 1 de l'or ce tour-ci. Donc en gros, si vous avez plus de dalmatiens en jeu, plus de cartes en main, vous allez pouvoir en piocher potentiellement 3. Et si vous êtes plutôt bien sur le board, et ben tout simplement vous allez pouvoir partir en quête avec tout et amasser énormément de l'or. Si le deck dalmatien est viable, ça marchera. Dans un deck aggro possible aussi, étant donné que ça ne précise pas un personnage dalmatien. Donc je pense que c'est une carte qu'on pourra voir dans les decks très très aggro à base de jaune. Et on sait que le jaune c'est très très bien faire jusqu'à présent. À côté on a un autre petit dalmatien de Rolly pour 3 ancrables d'une 3-3 Killer 1 et qui est support. C'est bof, d'autant plus que ça ne profite pas de Lucky. On a vu que la mécanique support, même s'ils ont essayé de la pousser pas mal dans le set 2 et qu'ils continuent un peu dans le set 3, j'ai l'impression que c'est une mécanique quand même qui pour l'instant ne marche pas trop. Donc on va juste passer et je pense que cette carte ne sera pas vraiment jouée. Wildcat en vert, une 3 ancrable 2-3 Killer 1 qui est insaisissable et lorsque vous l'engagez, vous pouvez bannir l'objet de votre choix. De la gestion d'objets en vert, ça peut être pas mal, d'autant plus si le deck bleu objet prend son envol et devient complètement pété. C'est une carte du coup qui pourra équilibrer par elle-même en tout cas ce genre de deck. Encore une fois, si la mécanique objet n'est pas présente, on ne la jouera probablement pas. Après ça peut aller chercher des bons objets, si vous voulez jouer du vert contrôle et que vous affrontez du violet par exemple qui a l'habitude de gagner avec son... Ou le deck jaune qui gagne avec la flûte, ou le violet qui gagne avec le grimoire de sorcier. Ça peut être une carte un peu tech, d'autant plus qu'elle est en crabe, donc si jamais vous n'affrontez pas de deck avec des objets, vous pourrez simplement la transformer en encre. Carte intéressante, je pense qu'on pourra la voir potentiellement dans des decks verts un peu contrôle. Je pense que c'est une bonne carte. La carte d'à côté, une légendaire en rouge, Hydra 6 non-ancrable 6-5 Killer 2 et dont le texte dit: lorsque ce personnage subit des dégâts, infligez le même montant de dégâts à un personnage adverse de votre choix. Et ben je pense que c'est assez intéressant, on va pouvoir taper avec ce personnage, récupérer des dégâts, même, alors je suis juste pas sûr de moi, si jamais on chope 5 dégâts, est-ce qu'on pourra infliger 5 à côté? Si c'est le cas, globalement ça veut dire que vous pourrez gérer 2 créatures avec cette créature en attaquant, ça peut être pas mal. Si l'adversaire vous la défie, vous allez aussi pouvoir faire l'effet. Même pareil si on vous inflige des dégâts mais pas via un défi, avec notamment des baboums, des fracassés ou autres, c'est toujours intéressant, je pense qu'elle puisse attaquer
attaquer en retour. Donc pour moi c'est une bonne carte. À voir si elle trouvera sa place. En tout cas, ça donne envie d'essayer de faire des decks un petit peu autour. Sachant que vous pouvez aussi la blesser vous-même pour aller taper quelque chose d'autre. Ça ne précise pas en fait si c'est des dégâts que l'adversaire vous inflige. Donc on pense notamment à la mécanique qui a commencé à être mise un peu en place au set 2 en rouge, où vous vous infligez des propres dégâts, par exemple avec le Donald qui n'a pas trouvé sa place, mais qui plus il est blessé, plus vous permettra de l'aurer fort. C'est un peu le même principe, sauf que celle-ci, elle vous permettra de vous défendre et de potentiellement aller chercher d'autres créatures. Parce que vous pouvez taper, soigner, blesser, soigner pour faire pas mal de dégâts, donc à voir, mais je pense que c'est une carte qui mérite en tout cas qu'on s'intéresse à elle, potentiellement qu'on essaye de faire un petit deck autour et qui profiterait de cette mécanique un peu sacrifice en rouge. Moi j'aime beaucoup cette carte. Ensuite on enchaîne avec des lieux, et notamment un lieu en gris, le Bayou pour 1 ancrable, un lieu avec 3 de vide qui vous coûtera 1 pour déplacer les personnages dessus et qui vous rapportera 1 de l'or au début de chaque tour. À chaque fois qu'un personnage part en quête lorsqu'il est dans le bayou, vous allez pouvoir piocher une carte et vous en défausser d'une. On a vu qu'il y avait pas mal de cartes en grise qui pourraient profiter de cet effet là, notamment le shérif de Sherwood qui, lorsque vous vous défaussez d'une carte, pourra coller 1 de dégâts à un adversaire. Si vous arrivez, il a très peu de vie, par contre il a que 3 de vie, mais si vous arrivez à mettre des personnages dessus, ça pourrait devenir très très intéressant. Lieu intéressant, assez situationnel, je pense qu'il a pas beaucoup de vie. Après on a en gris, on a aussi la carte au trésor qui vous permet de déplacer des personnages gratuitement. Donc globalement vous pouvez le jouer n'importe quand, mettre tous vos personnages dessus gratuitement, enfin mettre des personnages dessus gratuitement et profiter de cet effet là. Je pense qu'on a des chances de le voir dans certaines decklists grises qui voudraient tester un peu la mécanique où vous défaussez vos cartes pour faire des effets. Après, c'est pas une carte qui va révolutionner le truc, mais par contre dans un archétype précis, elle pourrait largement avoir sa place. À côté, on a un autre lieu en rouge pour 4 non ancrables, un lieu qui a 8 de volonté et qui vous rapportera 2 de l'or en début de chaque tour. Par contre, cela vous coûtera 3 de déplacer vos personnages dedans, c'est extrêmement cher. Par contre, tous les personnages qui seront dedans gagneront insaisissable. Et si vous avez un personnage ici, dans le lieu, vous pourrez payer 2 de moins pour déplacer vos personnages dans ce lieu. Donc globalement, ça va vous coûter 3 la première fois pour mettre un personnage dedans, puis ça ne vous coûtera que 1. Après ça permet de gagner insaisissable à vos personnages, donc c'est plutôt à vocation défensive selon moi, ou pour aller chercher des cartes embêtantes en face. Il a beaucoup de volonté, il vous rapporte beaucoup de l'or, ça a l'air d'être plutôt une carte pour des decks plutôt contrôle. Elle est non ancrable, c'est un peu le problème. Est-ce qu'on aura la place de la jouer? Je ne sais pas, ça va dépendre de la force des lieux, et ça on le saura dès la semaine prochaine, je suis déjà impatient. On enchaîne ensuite encore avec un lieu jaune cette fois, la Terre des Lions, les Pride Lands, pour 2 non ancrables, 7 de volonté, c'est beaucoup, 2 pour déplacer vos personnages. Lorsque vous les aurez déplacés dans ce lieu, chaque personnage gagnera 2 de volonté, et si vous avez un prince ou un roi en jeu dans ce lieu, alors tous les personnages que vous jouerez vous coûteront 1 de moins, ça vous rapportera 1 de l'or au début de chaque tour. Ça a l'air assez solide dans un deck qui veut garder ses personnages en vie le plus longtemps possible, notamment dans un deck pourquoi pas Bodyguard, où vous allez augmenter encore un peu plus la vie de vos personnages pour aller embêter un peu l'adversaire. Ça vous permet en plus de jouer rapidement d'autres personnages si vous avez un prince ou un roi. Je me rappelle pas si on a des bodyguards prince ou roi. Si, on a le petit Simba. Donc le petit Simba deviendrait 2-5. Il vous permettrait de jouer tous vos autres personnages pour 1 de moins. Ça peut accélérer pas mal la partie. Bon lieu, à voir, pareil, encore une fois il est non ancrable, donc est-ce que on préférera jouer ce lieu plutôt qu'une autre grosse carte non ancrable, à voir donc, mais c'est un lieu qui est très très intéressant. Tout comme le lieu d'à côté d'ailleurs, en violet, le Queen's Castle, le château de la reine, pour 4 ancrables, 7 de volonté, 2 de l'or au début de votre tour, un seul coup d'encre pour déplacer vos personnages dedans. Au début de votre tour, vous allez piocher un nombre de cartes égal au nombre de personnages dans ce lieu. Ça peut faire beaucoup de pioches.
Est-ce qu'on a envie de le jouer? Je sais pas, on a quand même beaucoup de moyens de piocher pardon, en violet. Encore une fois, ça va dépendre. Est-ce qu'on va préférer piocher via des actions ou des chansons ou via des lieux si les lieux sont vraiment très forts? Il rapporte quand même 2 de l'or au début de chaque tour. Il vous permet de piocher pas mal si vous avez déplacé des personnages dedans. Ah, ça me paraît quand même pas mauvais du tout ça. À voir encore une fois si les lieux seront assez intéressants pour être joués. On enchaîne avec un autre lieu, un lieu vert, le Palace de Cusco pour 3 ancrables, 7 de volonté, 3 pour déplacer vos personnages dans ce lieu, 1 de l'or au début de chaque tour. Par contre, le texte dit que lorsque vos personnages est défié et banni alors qu'il se trouve dans le palais de Cusco, alors vous pourrez bannir le personnage qui l'a défié. Celui-là, je pense qu'il est beaucoup moins intéressant. Ça peut permettre, on a vu pour l'instant, en tout cas, c'est un effet qui est embêtant. On se rappelle du Cusco, mais il y a moyen de se débrouiller pour le taper, pour finir un personnage avec un petit personnage dont on s'en fout un peu. Je pense que ce lieu-là, pour le coup de déplacement est trop cher. Même s'il a beaucoup de volonté, il rapporte pas assez. Je pense que ce lieu-là ne sera pas joué et que c'est une fausse bonne idée. Par contre, la carte d'à côté, j'adore l'illustration. C'est une chanson en vers pour 1 ancrable. I will find my way. Vous allez pouvoir le chanter avec absolument n'importe quelle créature, donc considérez globalement que vous allez la jouer gratuitement tout le temps. Vous allez pouvoir choisir un de vos personnages et qu'il gagnera plus 2 d'attaque pendant ce tour, mais surtout... ah non, le chosen character of yours get plus 2. Je sais pas si c'est un ou seul, j'ai l'impression que c'est plusieurs parce que la suite de la carte dit que les personnages que vous aurez choisis pourront bouger vers un lieu gratuitement. Je suis pas sûr de la traduction, mais dans tous les cas ça paraît pas mal de pouvoir déplacer des personnages gratuitement vers des lieux. Encore une fois, dans l'hypothèse où les lieux sont forts, cette carte en verte pourrait trouver sa place assez naturellement dans un deck. Je pense notamment au vert rouge lieu qui possède déjà une légendaire qui est plutôt pas mal. La carte avec un bateau, je me rappelle plus du nom, je l'ai mangé, qui vous permettra de déplacer 2 de vos personnages gratuitement vers un lieu. Voyage, voilà, je viens de me rappeler. Il y a moyen qu'il y ait un deck au moins vert rouge avec des lieux qui pourrait être plutôt intéressant. À voir donc, mais j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup au moins l'artwork qui est très très beau et qui correspond parfaitement avec une extension qui s'appelle les Terres d'encre. On enchaîne avec un génie Supportive Friends en violet pour 4 non ancrables, une 3-5 qui leur 1 et dont le texte dit à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez mélanger cette carte dans votre bibliothèque et piocher 3 cartes. C'est plutôt pas mal, c'est non ancrable par contre, mais l'effet est quand même sympa, vous allez pouvoir piocher 3 quand vous le décidez en remélangeant cette carte dans votre deck. C'est un peu contre-intuitif avec les lots mécaniques en violet qui vous demandent de trier un peu le dessus de votre deck, puisque là vous allez mélanger tout votre deck, donc vous allez globalement foutre en l'air tout ce que vous avez tenté de mettre en place jusqu'à présent. Mais dans d'autres types de decks, vous allez peut-être simplement avoir envie de piocher 3 à un moment. Carte intéressante, elle est non ancrable. Pas sûr qu'elle soit jouée, mais le design est plutôt intéressante. On enchaîne avec des légendaires dont vous allez voir certaines sont délicieuses. C'est la moins bien des 3, il y en a 3 qui vont venir. Perdita pour 6 non ancrables, une 1-6 en jaune killer 2. Quand vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'elle part en quête, vous allez pouvoir jouer un personnage avec un coût 2 ou moins de votre défausse gratuitement. Donc je pense que c'est pas mauvais. Pareil, dans un deck qui est plutôt agressif, il y a moyen d'être assez embêtant puisqu'elle a l'effet d'arriver en jeu et si l'adversaire ne la gère pas à chaque fois, vous allez pouvoir remplir votre board. On imagine tout de suite en synergie avec les Dalmatiens, mais on peut aussi l'imaginer dans un autre deck plutôt aggro qui va ramener par exemple des Lilo, des Flynn Rider, des Cursed Melfolk. Je suis pas sûr du deuxième mot, mais vous voyez les nouvelles cartes que je veux dire, la 0-1 qui leur 2 et qui permet de faire défausser l'adversaire. Je pense que c'est une bonne légendaire, je pense qu'elle pourra trouver sa place dans des decks plutôt agressifs, surtout qu'on a vu que les decks plutôt agressifs vont avoir de quoi gérer
les cartes qui les embêtaient auparavant, comme Soyez prête, tuons la bête, etc., etc. Donc je pense que cette Perdita est loin d'être mauvaise et qu'elle pourra largement trouver sa place. On enchaîne ensuite avec deux cartes que je trouve sensationnelles, surtout le Jafar, mais on va d'abord parler de Ursula en vert, une 3 ancrable 2-3 qui lore 1, et dont le texte dit: à chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous allez pouvoir chanter cette chanson une deuxième fois depuis votre défausse, gratuitement, pour ensuite la poser, la mettre sous votre deck. Et ben c'est tout simplement génial, puisque toutes les chansons à 3 que vous allez avoir envie de chanter avec Ursula, vous allez tout simplement faire 2 fois leur effet gratuitement. C'est tout simplement très très fort. Après, la carte revient en dessous de votre deck, ça peut éviter de la remonter en main avec une carte comme Ça recommence ou une Lady Tremaine en vert, ce qui permettrait d'être tout simplement infâme avec des Ursula, la jouer 2 fois à chaque tour. Donc elle est quand même plutôt bien équilibrée, mais l'effet est très très fort. On imagine aussi avec mes amis de l'au-delà, ça vous permettrait de piocher 4 cartes juste en engageant une créature. Niveau card advantage, je pense qu'on se positionne très très haut. Carte très intéressante, très forte, et je suis déjà impatient de la tester et de voir dans quel deck elle pourrait avoir une place intéressante. Par contre, la carte à côté, alors moi je vous le dis, c'est ma carte préférée du set 3. Avant même de l'avoir joué, ça se trouve elle sera nulle, mais l'illustration est tout simplement folle, l'effet promet d'être lui aussi complètement fou. C'est une carte violette Jafar Striking Illusionniste pour 7 ancrable en plus, une 4-5 qui lore 1 qui s'altère pour 5, qui est insaisissable, donc qui se protège plutôt pas mal, et surtout son texte dit: durant votre tour, lorsque ce personnage est engagé, à chaque fois que vous piochez une carte, vous allez gagner 1 de l'or. Alors on imagine tout de suite, le combo, tour 5, je l'altère, je joue ce rêve bleu, je lore 7. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus pour voir le potentiel monstrueux de cette carte? Et même si on la couple avec une Ursula juste à côté, tour 5, on altère le Jafar, on fait chanter à Ursula mes amis de l'au-delà, on gagne 4 de l'or en piochant 4 cartes. Moi je trouve ça démentiel, l'illustration est sublime. Bref, j'espère ouvrir cette carte très très vite, pourquoi pas en foil. J'adore cette carte, elle est tout simplement sublime. Ah oui, pardon, j'avais oublié la 4e légendaire, et pas des moindres, puisqu'elle rend un archétype jusqu'à présent un petit peu coup-ci coup-ça, elle peut le rendre potentiellement fort. C'est Grand-mère Thala en bleu pour 7 ancrable, une 4-8 qui lore 2, qui s'altère pour 5, et dont le texte dit: à chaque fois que vous mettez une carte dans votre réserve d'encre, vous allez gagner 1 de l'or. Donc au début de votre tour, vous allez mettre une carte en encre, vous allez gagner 1 de l'or. Puis après, on a vu qu'il y avait des tonnes et des tonnes de cartes dans ce set 3 qui vont vous permettre de, quand vous faites n'importe quoi, de mettre des cartes en encre, et du coup de profiter de l'effet de Grand-mère Thala. Alors en lui-même, cet effet, il est fort, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on avait vu que la mécanique rampe jusqu'à présent était plutôt intéressante, mais elle ne permettait pas de remporter des games. Là, en gros, vous allez pouvoir continuer de profiter de l'effet rampe en l'associant avec soit des grosses créatures, soit des cartes qui chantent très tôt comme le gris avec des rêves bleus, etc. comme on a vu au set 2. Mais là en plus, à chaque fois que vous allez ancrer par la suite, vous allez gagner du lore. Ça va potentiellement vous permettre de finir des parties avec un plan de jeu un peu alternatif qui est lié à la mécanique rampe qui jusqu'à présent c'était quand même un sacrifice pour plus tard, et en fin de game continuer à ramper quand on a 12 ou 13 d'encre, c'était pas hyper intéressant. Là ça peut rendre la mécanique encore plus viable sur la fin de partie. Je trouve que cette carte est aussi très très forte et permet de faire pas mal de choses. On se rappelle notamment de la chanson Friends Like Me en bleu avec le génie pour 5 qui vous permet à vous et votre adversaire de mettre 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre réserve d'encre. Et ben globalement, si on a Grand-mère Thala, ça fait quand même 3 d'encre gratuitement tout en rampant un peu plus. Je pense que cette carte est très très intéressante. Elle se shift, on a vu que les créatures qui pouvaient s'altérer sont très très fortes, d'autant plus que maintenant en vert, si jamais on veut l'associer au vert, on a le morph qui permettra de le faire. On a quelques Grand-mère Thala, pas forcément beaucoup qui sont très intéressantes, quoique si, la Grand-mère Thala pour 1 pourrait être intéressante. À voir.
carte très intéressante, je pense qu'il va y avoir des decks autour, et en tout cas la mécanique rampe vient de se voir dotée d'une très très bonne carte pour aller gagner des parties grâce à cette mécanique, et non plus une mécanique support, ça peut devenir carrément une mécanique principale. Très très bonne carte. Et ben quand on parle de mécanique rampe, on passe tout de suite à Mamaodi juste à côté, en bleu, pour 3 non ancrables, une 1-3. C'est peut-être le défaut de cette carte, c'est qu'elle est non ancrable. Le texte dit, à chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez mettre le carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre, face cachée et engagée. Ça profitera et ça vous rapportera 1 de l'or si vous avez Grand-Mère Thala. Après, vous pouvez jouer potentiellement plusieurs chansons pendant un tour. Donc, mécanique de rampe, toujours pareil, on est content d'avoir plein de manières de ramper différemment. Maintenant qu'on a la Grand-Mère Thala, toutes paraissent beaucoup plus intéressantes. Elle est non ancrable, c'est le gros défaut de cette Mamaodi. À voir si elle trouvera sa place. Après, ça peut être pas mal, ça peut permettre de l'associer avec du jaune ou du gris qui profite de très bonnes chansons. Parce que c'est vrai que le bleu-jaune ou le bleu-gris, il n'y avait pas tellement d'intérêt de... Enfin, si, le bleu-gris marchait très bien, mais globalement, là, vous savez qu'en bleu-gris, vous allez chanter des chansons, et bien là, en plus, en chantant les chansons, vous allez pouvoir ramper en plus. En fait, c'est tout un tas de mécaniques qui s'entremêlent et qui font que n'importe quelle manière dont vous allez ramper peut vous apporter beaucoup d'avantages. Carte intéressante, du coup, pour le bleu et pour sa mécanique rampe. Ensuite on passe à Alice, l'alchimiste du thé, pour 6 ancrables, une 4-4 killer 2, dont le texte dit vous pouvez l'engager et engager le personnage adverse de votre choix et tous les personnages qui ont le même nom, mis à part contre un deck comment ça s'appelle, un deck dalmatien. Je vois pas trop à quel moment on a with the same name, donc c'est vraiment par exemple tous les personnages Alice, tous les personnages Razul, tous les personnages Grand-Mère Thala. C'est assez situationnel, on n'a pas trop pour l'instant de deck qui joue que des personnages qui ont le même nom. Donc pour moi c'est pas une très bonne super rare, voire c'est même une mauvaise super rare, je me trompe peut-être, mais elle ne me donne pas vraiment envie. Ensuite on a Razul, très content de voir ce personnage d'Aladin en carte. Son effet est beaucoup moins fort, mais ça fait plaisir de voir ce bon vieux Razul en gris pour 2 ancrables, une 1-3 killer 1, dont le texte dit tant que ce personnage n'a pas de dégâts sur lui, eh bien il gagne 2 d'attaque, c'est donc une 3-3 pour 2. Bof, on va passer à la carte suivante qui est tout aussi oubliable, Billy Jones pour 5 ancrables, une 6-5 killer 1 sans texte en rouge. On va passer tout simplement à la carte d'après qui est un peu plus intéressante, Kit Cloud Kicker. On a vu qu'il existait en vert pour faire de la tempo et remonter des créatures qui coûtent 2 ou moins, qui ont 2 ou moins de force plutôt il me semble. Et bien vous allez avoir de quoi le shifter par dessus avec cette version Kit Cloud Kicker en bleu pour 6 ancrables, une 2-5 killer 3 qui se shift pour 3 et qui a hors d'atteinte, un mot-clé qui est quand même très intéressant. Tour 3, posez une 2-5 killer 3 et qui en plus si vous la shiftez sur le Cloud Kicker en bleu, ça peut être potentiellement très fort puisque ça ralentit l'adversaire et ça vous permet de vous envoler très vite en termes de lore. Je pense que c'est une carte très intéressante. Ensuite on passe à du violet avec le Treasure Guardian, le protecteur de la cave. Pour 4 non ancrables, une 6-6 killer 2, et dont le texte dit ce personnage ne peut pas défier ou partir en quête à moins qu'il ne soit sur un lieu. Eh bien ça a des très grosses stats. Si les lieux sont jouables, cette carte sera potentiellement jouée, puisqu'une 6-6 killer 2 ça va être très chiant d'aller la chercher. Il faudra plutôt préférer aller chercher le lieu. Elle est non ancrable, c'est son gros défaut. Est-ce que on aura envie de la jouer? Je ne sais pas. Si les lieux sont pas jouables, c'est sûr que non. Si les lieux sont très forts, je pense qu'on la verra quelques fois dans quelques decklists. En plus j'adore l'illustration, elle est très jolie, j'aime beaucoup Aladin. Donc forcément toutes les cartes qui ont le thème d'Aladin me plaisent beaucoup. Tout comme la carte d'à côté, un objet en violet, la lampe pour 2 non ancrables. Vous allez pouvoir bannir cet objet et si vous avez un personnage qui s'appelle Jafar en jeu, vous allez piocher 2 cartes. Si par contre vous avez un personnage qui s'appelle Génie, alors vous allez pouvoir remonter en main un personnage qui coûte 4 ou moins.
J'aime bien le design, elle est clairement designée pour être jouée dans du vert ou du bleu pour les génies, plutôt dans du violet ou du gris pour le Jafar. C'est plutôt pas mal, ça propose de la pioche si vous jouez des Jafar, ça propose du tempo control si vous jouez des génies. Ouais non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, à voir, elle est non ancrable, c'est un item. Est-ce qu'on aura la place de jouer un objet, cet objet-là dans les decks en question? C'est moins sûr, mais très belle illustration, design sympa, j'aime bien. Ensuite, on passe à Friar Tuck, prêtre de Nottingham en vert pour 4 ancrables, une 2/4 qui leur 2, dont le texte dit à chaque fois, non, quand vous jouez ce personnage, le joueur ou les joueurs avec plus de cartes en main que vous, non, pas que vous d'ailleurs, si c'est vous qui avez plus de cartes, vous allez vous-même défausser une carte. Voilà, parce qu'en gros, le joueur qui a le plus de cartes se défaussera d'une carte. Assez polyvalente, puisqu'en gris, en vert gris, si on joue avec la mécanique où on a des bonus lorsqu'on se défausse d'une carte, ça peut être intéressant. Dans une mécanique plutôt défausse, si l'adversaire a plus de cartes en main que nous, ce sera fort aussi. Donc elle est plutôt polyvalente. Est-ce qu'elle sera jouée? Je sais pas. Elle a plutôt des stats acceptables, de 4 pour 4. Elle lord 2, c'est pas mal. Elle a un effet d'arrivée en jeu, donc on est sûr de résoudre son effet. Je pense que dans un deck défausse, elle pourrait trouver sa place pour 4. D'autant plus si on ne joue pas avec la synergie Floodborn. Si on joue la synergie Floodborn, clairement, on préférera jouer les Jafar. Je pense que c'est pas une mauvaise carte, à voir si elle trouvera sa place. La carte d'à côté, Kit Kicker, donc on a vu son alter juste en dessous. Cette fois-ci, elle est en bleu, une 0-1 pour 1 de l'or, qui est hors d'atteinte. Donc on ne peut pas cibler avec des cartes qui disent cibler tel personnage. C'est une 0-1 qui lore 1. Je pense que, mis à part le fait qu'elle soit inciblable et qu'on va pouvoir lorer 3 dès qu'on le veut, ça peut être intéressant, mais je pense qu'on ne la jouera pas. Pour l'altérer, en tout cas, on préférera... non, je pense qu'elle ne sera pas jouée, je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est très mauvais puisque ça n'accomplit rien et ça se prend toutes les misères du monde avec un seul point de volonté. C'est ancrable, mais non, je pense que c'est une mauvaise bonne idée. On enchaîne avec un titan, on se rappelle du Hades qu'on a vu en début de vidéo. En gris, cette fois-ci, un titan de lave pour 5 ancrables, une 5/4, qui dit que durant votre tour, à chaque fois que ce caractère en bannit un autre lors d'un défi, vous allez pouvoir redresser un personnage de votre choix. Pourquoi pas, là comme ça, c'est un peu moyen. D'autant plus qu'elle n'a pas énormément de points de vie. Alors si on arrive à lui donner résistance, peut-être, ça peut permettre de redresser un personnage. Quoique le personnage redressé pourrait repartir à l'aventure. Donc non, peut-être que c'est même plutôt pas mal en fait. Parce que même s'il meurt, vous allez pouvoir potentiellement l'aurer 2 fois avec un autre personnage ou accomplir 2 actions avec un autre personnage. Donc non, je pense que même c'est le moins pire des titans qu'on a vu jusqu'à présent. Il peut largement trouver sa place, pas dans la mécanique titan, mais juste pour son effet. Plutôt bonne carte, je pense. Le Mufasa d'à côté, pour 7 ancrables en gris, une 3/10 qui leur 3, qui n'a pas de texte. C'est un énorme ton, mais par contre, je pense que ce ne sera pas joué. Parce qu'on a vu dans les sets précédents, les grosses cartes qui ne font rien, mais qui leur beaucoup, sont facilement gérables. Vous investissez beaucoup de ressources pour une carte qui ne fait absolument rien lorsqu'elle arrive en jeu, qui vous promet de l'aurer 3, mais voilà, c'est une promesse, on ne sait pas si elle sera tenue. Si elle est tenue, c'est pas mal, si elle n'est pas tenue, c'est complètement naze. Donc non, je pense que c'est une mauvaise carte, même si c'est une carte Roi Lion, je pense qu'elle est mauvaise. On enchaîne avec plutôt l'ami intelligent de Mickey. En bleu pour 3 ancrables, une 3/4 qui lore 1 et qui n'a pas de texte. Pareil, les cartes sans texte, je pense que c'est terminé, tout du moins pour le format de jeu construit, donc je pense que c'est une mauvaise carte, même si l'illustration est plutôt sympa. On enchaîne ensuite avec Rafiki, combattant mystique pour 1 ancrable en violet, une 0/2 qui a Challenger 3. Donc ça devient une 3/2 lorsqu'elle défie un personnage
Et si elle se bat contre un personnage avec le type Yen, ce personnage ne prendra pas de dégâts lors du défi. Le problème c'est qu'elle est 0,2. Donc globalement, l'adversaire en face, ok, vous allez peut-être lui gérer une Yen et pas prendre de dégâts, mais l'adversaire en face, il a juste à envoyer n'importe quelle autre créature qui n'a pas le sous-type Yen, et globalement, votre Rafiki se fera sortir très vite. Hormis l'illustration, qui est magnifique, je pense que c'est pas une très très bonne carte. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas une bonne carte. Quoiqu'après, pour un, c'est une 3-2. Ça peut être une carte globalement qui se défend, qui permettrait de se défendre très bien, en allant chercher notamment les Simba. Mais bon, je pense qu'il y a mieux quand même. Après, ça ouvre un petit peu ce genre de carte défensive en violet qu'on n'avait pas pour l'instant vu. Mais non, je suis pas hyper convaincu. On enchaîne avec une carte rouge super rare, Madame Médusa, je ne sais pas, Madame Médusa. Pour 6 non ancrables, ça va venir concurrencer Madame Tremaine. Il y a intérêt à ce que ce soit très fort. C'est une 4-4 qui lore seulement 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un personnage adverse avec une force de 3 ou moins. Est-ce que c'est plus fort que Madame de Tremaine? Ça a de meilleures stats, ça lore moins. Et ça ne permet pas de bannir tous les personnages. Par contre, c'est vous qui choisissez dans le cas où il y a plusieurs choix possibles, alors que Madame de Tremaine, globalement, c'est l'adversaire qui choisit. Je pense qu'on préférera toujours jouer Madame de Tremaine que Madame Médusa, mais design intéressant, l'illustration est affreuse et du coup plutôt réussie. J'aime bien cette carte, mais je pense que malheureusement, elle ne fera pas... après à voir, parce que si on a... en fait, Madame de Tremaine, c'est fort dans l'idée où l'adversaire ne pose qu'une créature par tour, ou tout du moins où vous pouvez lui gérer toutes ses créatures, sauf la créature que vous voulez qu'il sacrifie. Celle-ci, en fait, elle va pas concurrencer Madame de Tremaine, mais elle va plutôt permettre de préciser le gameplay que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vous détruire une grosse créature adverse, ou est-ce que vous voulez gérer spécifiquement certaines créatures qui ont 3 d'attaque ou moins? On a vu qu'il y avait quand même pas mal de créatures qui étaient 3-6, 3-5 ou d'autres stats comme ça. Après par contre vous devez la choisir, donc ça ne passera pas en dessous de hors d'atteinte. En fait c'est pas mal parce que finalement c'est pas si mal que ça, parce que ça va être une alternative à Madame de Tremaine suivant ce que vous voulez et suivant ce à quoi va ressembler la méta. Donc pas si mauvais que ça finalement. Ensuite on enchaîne avec Mickey Mouse Stalwart Explorer en gris pour 3 ancrables, une 3-3 qui gagnera 1 d'attaque pour chaque lieu que vous avez en jeu et qui lore 1. Et bien ça, encore une fois, ça dépendra des lieux, de la puissance des lieux, mais même avec des lieux très forts, je pense pas que vous en aurez 10 000 en jeu, et même si vous en avez 10 000 en jeu, cette carte n'est pas exceptionnelle puisqu'elle gagnera juste de la force. Donc l'illustration est sympa, mais je pense pas que cette carte sera jouée du tout. On enchaîne ensuite avec On Your Feet No, une action en rouge pour 4 non ancrables. Vous pouvez redresser tous vos personnages en leur infligeant à chacun 1 de dégâts. Ils ne pourront pas partir à l'aventure pour le reste du tour. Très bonne carte, très intéressante. Elle est non ancrable. Heureusement, me direz-vous, sinon le rouge deviendrait vraiment trop fort. Mais là, globalement, ça va vous permettre de redresser vos personnages, donc de les défendre, de les protéger tout du moins. Ok, vous allez vous les blesser. On a vu qu'il y avait des cartes qui allaient apprécier être blessées, notamment l'hydre. Après, ça n'inflige qu'un. Plutôt une carte défensive. S'auto-infliger 1, je pense que c'est plutôt la contrepartie, sinon bah, ce serait juste trop fort. Et en plus, vos personnages que vous avez redressés, ils peuvent potentiellement repartir à l'aventure. On peut imaginer par exemple que avec l'hydre, vous attaquez avec l'hydre, après c'est 2 cartes non ancrables, donc ça fait peut-être beaucoup. Vous attaquez avec l'hydre, vous jouez ceci, donc vous allez infliger les dégâts qu'on vous a infligés, vous allez lui infliger un en face, rattaquer avec l'hydre. Ça peut permettre en fait de faire de la gestion via le board, via des défis. On se rappelle qu'on a Sherkan dans le set 2 qui n'a pas trouvé vraiment de deck qui lui convenait. Peut-être que ce genre de deck là pourrait être beaucoup plus intéressant pour lui. À voir. J'aime bien le design, j'aime bien l'illustration, elle est plutôt sympa, et je pense que ça peut ouvrir des nouveaux archétypes en rouge, donc carte intéressante.
L'objet suivant, c'est un objet vert pour 4 non ancrables Starlight Vial. Vous l'engagez, vous payez 2 de moins pour la prochaine action que vous jouez ce tour-ci. Vous pouvez payer 2 et bannir cet objet et piocher 2 cartes et en défausser une. Objet versatile en vert, on veut pousser cette sous-mécanique action. J'aimerais beaucoup qu'elle marche. On pense notamment aux pattes qui commencent un petit peu à trouver une place dans la méta, ou enfin pas vraiment dans la méta, mais disons qu'ils commencent à trouver des decks qui arrivent à profiter de ces effets. Avec ce genre d'objet là, pourquoi pas, il est non ancrable, il permet de piocher en vert et de potentiellement aussi défausser une carte, donc d'activer des cartes en gris. Il y a moyen, s'il y a un deck défausse action, alors cette carte trouvera sa place de manière parfaite à l'intérieur. Par contre, si c'est la mécanique action est encore un peu trop faible et si la mécanique discard s'avère elle aussi un peu secondaire, je pense qu'on se passera de cet objet qui est non ancrable. Ensuite, on enchaîne avec Monsieur Snoops, pardon, en jaune, une 6 ancrable 4-8 qui lore 2 et qui n'accomplit rien d'autre, c'est dommage, et du coup on va passer très vite à la carte d'à côté. Un balai magique, encore un, pour 3 ancrable, une 1-5 qui lore 1 en violet, dont le texte dit « Lorsque ce personnage est sur un lieu, il gagne plus 2 d'attaque », donc ça deviendrait une 3-5 pour 3 globalement, sachant qu'on a un lieu qui synergise avec les balais et qui leur permet de lorer plus. Si un deck tribal balai arrive, cette carte trouvera naturellement sa place dedans. L'illustration est plutôt marrante puisque c'est le même balai que les petits balais mais en plus gros. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien la mécanique balai, j'espère qu'on la verra un jour et peut-être pas au 7-3 mais peut-être au 7-4. J'aime bien qu'ils continuent à rajouter des balais. À voir donc si ce sera jouable un jour, mais j'aime bien la carte et voilà, j'aime bien la carte tout simplement. Ensuite on enchaîne avec un lieu, le manoir de Picsou, pour 4 ancrables pour 9 de volonté qui vous rapportera 2 de l'or au début de chaque tour et qui vous coûtera 1 pour déplacer vos personnages dedans, mais malheureusement ce lieu n'a pas d'effet. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de déplacer un personnage dedans, sauf si le personnage bénéficie, sauf si c'est un personnage qui a une capacité en lien avec les lieux. Sinon c'est quand même énorme, 9 de volonté qui vous rapportera 2 en début de tour. Dans un deck qui est plutôt mid, voire aggro, je pense que ça peut trouver sa place. À voir si en plus on a des bons personnages dans ces decks là qui synergisent avec des lieux, alors là c'est tout simplement parfait. Sinon... carte moyenne qui n'aura absolument pas sa place dans un que notre deck qui ne joue pas de lieu et ouais, mitigé sur cette carte, soit elle sera très forte, soit elle sera complètement oubliée, l'un ou l'autre, parce qu'elle a quand même beaucoup de volonté, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. On enchaîne ensuite avec Gustave le géant, la terreur du royaume, pour 3 ancrables, une 6-6 qui lore 1. Alors là on se dit, pouah, le monstre. Sauf que son texte dit, ce personnage arrive en jeu engagé et il ne se prépare pas au début de votre tour. Par contre, durant votre tour, à chaque fois, enfin lorsqu'un de vos personnages en bannit un autre lors d'un challenge, vous allez pouvoir le redresser. Le fait qu'il arrive en jeu engagé, on s'en fout parce qu'au tour 3 globalement il n'y a personne qui va avoir envie d'aller taper dans une 6-6. Par contre à votre tour, si vous défiez et que vous détruisez un personnage adverse avec un de vos autres personnages, alors vous aurez une 6-6 qui l'aura, on s'en fout, mais qui surtout va pouvoir défoncer le board adverse. Je pense que c'est une bonne carte qui mérite en tout cas qu'on s'y intéresse un peu plus. Et non, je pense que oui, je pense que c'est une très bonne carte. Pour 3, elle est ancrable en plus. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser, je pense que c'est une bonne carte. Ensuite, la reine rivale détestable, pour 3 ancrables, une 4-3 en violet qui lore 1, qui n'a pas de texte. Et vu qu'elle n'a pas de texte, on s'y intéressera pas plus. Elle n'apporte rien de plus. Ensuite, par contre, j'aime bien cette carte, Balou en jaune, une 0-3 non ancrable pour 3, qui lore 1, qui est rempart, et surtout, parce que là vous vous dites, oui bof, un rempart 0-3, il va juste se faire taper jusqu'à mourir, sauf que lorsque ce personnage est banni, vous allez gagner 2 de l'or. Alors ça paraît pas fou, mais je pense que c'est pas mal, parce que globalement vous allez pouvoir
le poser, engager, protéger votre créature et il vous rapporte de l'or. Il y a pas mal de cartes remparts qu'on pose qu'on pose en bodyguard et qui finalement ne nous rapportent jamais de l'or. Son seul défaut, c'est qu'il ne blessera pas les personnages adverses, mais il vous permettra de gagner du lore. Donc dans un deck plutôt rempart version aggro voire mid, ça peut vous permettre d'avoir un peu de peps. Je pense que cette carte n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air, je pense même qu'elle est plutôt forte. Ensuite, on enchaîne avec un objet en bleu, ça faisait longtemps, pour 3 ancrables Heart of Tefiti. Je ne connais pas la référence. Pour 2, vous allez pouvoir l'engager et payer 2 et placer la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre face cachée et engagée. Et bien encore une fois, c'est de la rampe. On a vu qu'il y avait Grand-Mère Tala qui était arrivé. Potentiellement du lore gratuit ou une manière un peu différente de... Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on avait la plume, l'arête de poisson, pardon, mais ça vous obligeait globalement à jouer du gris avec, parce que sinon, vous vidiez la main. Vous vidiez la main et du coup, au bout d'un moment, bah, vous aviez plus rien à jouer. Là, en fait, au lieu de le prendre de la main, vous allez le prendre du dessus de votre deck. Encore une fois, on est content d'avoir plein de manières de pouvoir ramper. Chaque deck, chaque manière de jouer, en tout cas, va pouvoir trouver la manière qui lui correspond le plus. D'autant plus que maintenant, on a Grand-Mère Tala, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut rendre toutes les mécaniques de rampe potentiellement viables et qui peuvent vous faire gagner des parties en fin de game. Une carte intéressante qui trouvera sa place, elle est ancrable. Je suis sûr que dans certains decks, on préférera jouer l'arête de poisson, dans d'autres, on préférera jouer le cœur de Tefiti. Bonne carte, donc j'aime bien. On enchaîne avec Capitaine Amelia en bleu pour 3 ancrables, une 1-5 qui va gagner insaisissable durant votre tour et qui l'aura 1. Je pense qu'on préférera jouer des 3-2 qui sont insaisissables plutôt que des 1-5, même si elle survit à des personnages qui ont qu'un de volonté. On a vu notamment par exemple le serpent Kaa, mais je pense qu'on préférera jouer des 3-2, notamment la Cruella en bleu qui existe déjà, donc je pense que c'est une mauvaise carte. Ensuite on a Mini en jaune pour 2 ancrables, une 1-3 qui est chanteur, enfin mélomane 3. Lorsque vous jouez un personnage avec bodyguard, vous allez pouvoir soigner un autre personnage. Et ben voilà, on commence à avoir des cartes pas trop mal qui synergisent avec des bodyguards. Celle-ci, elle peut aussi chanter aléatoirement, accessoirement une fois que vous l'avez posée. Donc je pense que c'est une bonne carte puisqu'elle a un effet d'arrivée en jeu, du soin. Elle va pouvoir lorer, mais c'est un peu anecdotique. Et surtout, elle va pouvoir chanter vos chansons à 3. On a vu qu'en gris et en jaune, il y a beaucoup de chansons à 3 qui sont intéressantes. A noter aussi qu'elle chante très bien Mes Amis de l'Au-delà. Donc si on veut jouer du violet jaune plutôt rempart, elle aurait sa place, elle aurait largement sa place. Donc je pense que c'est une très bonne carte. Ensuite, on a le tapis volant. Le tapis magique, mais je pense qu'en français ce sera le tapis volant pour 2 ancrables en violet, une 2-1 qui est insaisissable, et lorsque le texte est qui dit que lorsque vous l'engagez, vous allez pouvoir déplacer un de vos personnages sur un lieu. Si la mécanique lieu est fort et qu'on veut déplacer des personnages dans des lieux qui coûtent un peu cher, alors le tapis volant sera très fort puisque vous allez l'engager, il est insaisissable donc il sera globalement protégé et votre personnage sera bougé gratuitement vers un lieu. Je pense que c'est pas mal si la mécanique lieu est forte. Cette carte a de très fortes chances d'être jouée. Sinon, si les lieux sont nuls, eh bien, cette carte sera une carte classeur. Enfin, on arrive aux deux dernières cartes et le dernier titan, le titan Tornade Stratos pour 5 ancrables en violet, une 4-4 qui est insaisissable, qui ne gagne pas de l'or, mais par contre lorsque vous l'engagez, vous allez gagner un nombre de l'or égal au nombre de titans que vous avez en jeu. Eh bien c'est encore trop tôt je pense pour la mécanique titan, même si on a vu qu'en jouant les 4 titans et Hades on pouvait faire des choses pas mal. On pouvait notamment avec elle gagner 4 de l'or. Je pense que ce sera trop dur de garder un board avec autant de créatures. Je pense que déjà avoir 2 titans en jeu c'est pas mal. Après on a vu que le titan gris pouvait être pas mal, celui-là aussi, les 2 autres je les trouve un peu moins forts. Si on joue du gris-violet, pourquoi pas jouer les 2.
Est-ce qu'on n'a pas mieux à jouer qu'une 4-4 insaisissable pour 5 qui leur potentiellement 2? Je pense que on préfère jouer autre chose, mais à voir. Avec le Hades, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, sachant qu'on peut l'aurer globalement 2 fois avec ce personnage si on a le Hades gris. Il y a peut-être quelque chose à faire sur un deck thème Titan. Mais je suis pas hyper convaincu, mais c'est sympa d'avoir ce genre de carte dans l'Orcana en tout cas. Et enfin la dernière carte, en bleu, la reine, pour 4 ancrables, une 2-5 qui leur 1, et dont le texte dit: lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck et les redéposer dans l'ordre de votre choix du tri de dessus de deck. Non, je pense que ça accomplit pas grand chose. Je pense que ce sera pas joué. Une 2-5 pour 4 qui leur 1, qui vous permet de trier le dessus de votre deck, c'est pas mal, mais je pense que c'est plutôt une bonne carte de limité et pas du tout une carte de construit, donc non, je pense que ce ne sera pas joué. C'est tout pour cette vidéo spoiler. Je crois même qu'on a vu toutes les cartes, il en manque peut-être une ou deux si le site n'est pas tout à fait à jour. En tout cas, c'était la dernière vidéo des spoilers du set 3. La prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo sur les meilleures cartes du set 3 selon moi, ou tout du moins celles qui m'ont le plus tapé dans l'œil. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous dis allez, salut!